Vous êtes des poissons rouges dans un bocal. Et le bocal, c'est l'écran de votre téléphone. On pourrait faire une énième vidéo sur l'addiction aux écrans, mais en vrai, vous le savez déjà. Vous êtes probablement déjà conscient de la perte quotidienne de temps à scroller jusqu'au contenu qui vous fera ne serait-ce qu'un peu souffler du nez. Mais on pense qu'il serait encore plus intéressant de revenir à la base. Comprendre comment vous êtes retrouvé, scroll après scroll après scroll, prisonnier d'un bocal dans lequel on vous a enfermé pour générer toujours plus d'argent. L'image du poisson rouge et du bocal, elle est pas de moi. C'est le journaliste et auteur Bruno Patino qui fait ce parallèle dans une trilogie de livres qui parle de l'impact des réseaux sociaux sur nos vies. Le poisson rouge, quand il est dans son milieu naturel, il vit en bande et a une espérance de vie de 20 à 30 ans. Et là, vous comprenez pas encore où je vais, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Le truc, c'est que dans un bocal, le poisson rouge, il reste tout petit, seul, et fait des ronds dans son espace clos. Il ne s'écoule en général que 3 mois avant qu'il finisse au fond de la cuvette. Et pourquoi donc Bruno Patino vous compare à ces poissons? Se faire traiter de poisson rouge, ça veut dire que vous avez une petite mémoire, une toute petite capacité d'attention. C'est pas très sympa quand même. Et bah c'est justement là où il veut en venir. Quand le journaliste écrit La civilisation du poisson rouge en 2019, le premier livre de sa trilogie, il est estimé que la concentration moyenne des humains est de 9 secondes. Et on associe facilement le poisson rouge comme ayant une capacité d'attention de 9 secondes. Bon, petit aparté, en réalité, c'est une idée reçue. Des études ont été faites et il se trouve que le poisson rouge a plutôt 3 mois de mémoire et donc une capacité d'attention qui dépasse largement les 9 secondes. Mais bon, l'idée populaire selon laquelle le poisson rouge dans un bocal c'est très con, ça permet à Bruno Patino de construire son narratif et au final, ça change rien à son propos sur votre capacité d'attention à vous. Oh, on se reconcentre, allez hop, c'est parti. Revenons-en à votre capacité d'attention de 9 secondes, pour ceux qui n'ont pas décroché. Comment en sommes-nous arrivés là? Eh bien pour lui, la réponse est simple. C'est à cause des écrans, et plus particulièrement des réseaux sociaux. 30 minutes, c'est le temps d'exposition aux réseaux sociaux et aux écrans, au-delà duquel ça devient une menace pour votre santé mentale. C'est toujours pas moi qui le dis, c'est le Journal of Social and Clinical Psychology. Petit test, ouvrez les paramètres de votre téléphone, si vous êtes sur Android, allez dans Bien-être numérique, et sur iOS, allez dans Réglages, temps d'écran. Il y a fort à parier que vous y passiez bien plus de 30 minutes par jour en moyenne. Pour ma part, au cours des 7 derniers jours, j'ai un temps d'écran moyen quotidien de 5h45, avec en tête utilisation majoritaire de WhatsApp, suivi de très loin par Pinterest. Je suis un gros bosseur. Imaginez, vous rentrez d'une longue journée de travail, vous en avez plein les bottes, vous vous allongez dans votre lit, bien au chaud et bien confortablement sous la couette. Et là, vous lancez Netflix. Vous l'avez bien mérité, ce temps de divertissement. La nouvelle saison de votre série préférée que vous attendiez avec impatience vient de sortir. Et en plus, tous les épisodes sont déjà disponibles. Vous lancez le premier épisode et vous vous faites une promesse. Un seul épisode ce soir. Parce que vous vous levez tôt demain. Ouf, si, tu commences tôt demain. Ah. Sauf que vous êtes aussi sur votre téléphone pendant que vous regardez votre série. Et du coup, l'épisode suivant s'est lancé automatiquement avant que vous ayez le temps de l'arrêter. Comme il n'est pas si tard, vous le regardez tout en continuant de scroller sur votre téléphone. Et peut-être que la même chose va se reproduire avec le 3e épisode. Vous allez être fatigué demain matin. Repousser le temps de sommeil pour passer un peu plus de temps sur le téléphone ou l'écran, ça a un nom. Ça s'appelle la procrastination du coucher par vengeance. C'est pas le nom le plus optimisé. Vous pensez que c'est du temps pour vous, pour reposer votre cerveau, du temps que vous avez bien mérité après une grosse journée, mais c'est faux. Ça ne repose pas du tout. Et au contraire, ça vous rend encore plus fatigué et encore plus stressé. Mais comment vous faisiez avant les portables et Netflix? Comment vous vous endormiez? Pourquoi tout semblait plus calme avant? Pourquoi vous aviez l'impression de moins courir partout et d'être plus reposé? Pourquoi avez-vous l'impression de ne plus avoir le temps de faire quoi que ce soit au cours de votre journée? Qui vous a volé votre temps? Avez-vous déjà ressenti ce besoin irrépressible de prendre votre téléphone alors que vous êtes en pleine conversation avec votre moitié? Avez-vous déjà déverrouillé votre portable sans même vous en rendre compte alors que vous buviez un verre en terrasse avec des amis? Si oui, alors félicitations, vous êtes atteint de snubbing. Snubbing, c'est la contraction de phone et de snubbing. Snobber en anglais. D'après Bruno Patino, c'est un réflexe et c'est caractéristique de l'addiction au téléphone. Ce réflexe serait le mal du siècle. Parce qu'au-delà de snobber les gens, il y a aussi le fait de regarder son téléphone alors que vous êtes censé vous assurer que je suive bien le texte du script. Fais un effort, frère.
Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce que c'est de votre faute? Est-ce qu'on aurait pu éviter ça en n'inventant jamais Internet? Bah non, Internet n'y est pour rien. Internet n'était pas censé vous enfermer. C'était la promesse d'une ouverture sur le monde et du partage inconditionnel du savoir. Une sorte de bibliothèque géante et accessible à tous. Sauf que les utopies du début ont très vite pris un virage inquiétant. D'après Bruno Patino, avec cette surexposition aux écrans et aux réseaux sociaux, on détruit notre sociabilité. On s'enferme dans nos solitudes et on atrophie notre espèce. Mais rassurez-vous, tout ça, ce n'est pas de votre faute. Votre addiction n'est pas un effet indésirable de votre consommation d'écran. Votre addiction, elle a été provoquée sciemment. Et elle est entretenue jour après jour, scroll après scroll. Ces gens qui vous ont rendu addict, ce ne sont pas des méchants Illuminati buveurs de sang de bébé. Ce sont les personnes qui ont développé les réseaux sociaux et avec elles une nouvelle économie. L'économie de l'attention. C'est là que nous faisons appel à un autre auteur, Yves Citon. Il est théoricien de la littérature, chercheur, philosophe et essayiste. Il a sorti un livre qu'il a coécrit avec d'autres personnes et qui s'appelle « L'économie de l'attention, nouvel horizon du capitalisme ». Citon, petit jeu de mots, je pense qu'on lui a jamais fait celle-là. Pendant des dizaines de milliers d'années, l'économie a consisté pour les humains à maximiser la production de biens matériels à partir de ressources toujours affectées de rareté. Nous nous trouverions actuellement dans une situation renversée où les biens culturels de consommation nous sont parfois offerts gratuitement et où le problème principal est d'optimiser notre capacité à recevoir cette production surabondante. En gros, il dit que maintenant l'économie, c'est trouver comment vous faire consommer toujours plus de contenu. Ça vous paraît encore peut-être un peu flou, mais vous allez voir. Citons. La ressource la plus rare et la plus précieuse, elle ne se trouve plus dans la nature. Ce sont les consommateurs qui la possèdent. C'est leur attention, leur temps de cerveau. Dans la surabondance d'informations que vous connaissez aujourd'hui, votre attention est devenue un bien rare et précieux, une marchandise monétisée. Quand vous avez lancé cette vidéo, vous avez été contraint de regarder une ou deux publicités. Et il est probable qu'au cours du visionnage de cette vidéo, vous deviez à nouveau regarder une ou deux publicités. Peut-être même qu'à la fin de la vidéo, vous regarderez encore une ou deux publicités. Eh bien c'est ça, le commerce de l'attention. Vous proposez du contenu gratuitement, nos vidéos, et en échange, vous regardez de la publicité. C'est le modèle économique de la plateforme. C'est comme ça qu'elle fonctionne, grâce aux marques qui diffusent de la publicité. Et nous, on gagne un peu d'argent aussi au passage. Par exemple, cette vidéo devrait générer au cours de la première semaine, puisque c'est durant cette période que la vidéo génère 95% de ses vues, 60-70 €. Après, vous la regardez plus, donc on gagne plus d'argent, on est triste. Donc votre attention est un des moyens de rémunérer notre travail. Et c'est aussi grosso modo comme ça que la télévision fonctionne. Patrick Lelay, ancien PDG de TF1, disait avec cynisme en 2004 « Je n'ai aucune idée des agissements de PPDA ». C'est pas du tout la bonne citation, ça. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu'un message soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Un peu trop honnête, le monsieur. D'après Patrick Lelay, le but de TF1 ou de n'importe quelle autre chaîne, ce n'est pas de vous informer ou de vous divertir, mais de placer de la publicité. Plus les programmes sont regardés, plus les publicités sont vues, plus la marque a de chances de vendre et donc plus la chaîne peut vendre cher les spots de publicité puisqu'elle assure un nombre de vues important. Mais bon, ça c'est pas très révolutionnaire comme truc. Normalement, on est tous à peu près au courant que si le contenu est gratuit ou presque, c'est que c'est la publicité qui rémunère. Mais du coup, c'est quoi le rapport avec votre attention? Eh bien, pour capter toujours plus votre attention, pour faire toujours plus de vues sur les publicités que vous regardez, il faut que vous consommiez du contenu. Toujours plus de contenu. Et pour que vous consommiez toujours plus de contenu, ils ne capitalisent pas sur la qualité du contenu, ils vous rendent accro aux plateformes. Et leur système est bien rodé. Les premiers gros réseaux sociaux comme Facebook et Instagram ne sont pas devenus des monstres aspirant votre attention dès leur création. À la base, le but, c'était de relier les gens, leur permettre de communiquer, d'échanger, de partager. Bon, et de noter les meufs aussi pour le cas de Facebook, mais c'est un autre sujet. Ça, c'était l'idéal des débuts des réseaux sociaux. Et puis, petit à petit, les plateformes se sont développées. Elles ont eu de plus en plus d'utilisateurs et d'utilisatrices, et il a fallu rentabiliser tout ça. C'est là que les annonceurs sont arrivés. Les espaces publicitaires ont trouvé leur place sur les réseaux sociaux, et comme c'était une très bonne source de revenus, il a fallu trouver un moyen de vous garder plus longtemps pour maximiser le nombre de vues sur les publicités, et donc vendre plus cher les espaces publicitaires. Bref, vous avez compris. Voici une liste pas du tout exhaustive de comment vous rendre accro à un réseau social.
Créez des algorithmes qui vous offrent ce que vous voulez voir. Ces algorithmes se basent sur les données renseignées de votre plein gré, votre âge, votre localisation, vos centres d'intérêt, etc. et sur votre comportement en ligne, les contenus que vous regardez, que vous likez, que vous partagez, etc. Comme ça, au passage, on vous propose les contenus que vous aimez, on déverse un max de publicité ciblée et on maximise les vues des annonceurs. Poussez le contenu qui génère de l'émotion. Et si c'est de l'émotion négative comme la colère, c'est encore mieux parce que ça buzz. Il y a plus de chances que vous partagiez, cliquiez ou commentiez si vous êtes révolté. C'est ce qu'on appelle de l'engagement. Plus un truc génère de l'engagement, plus il est mis en avant par l'algorithme, et donc plus ce truc va permettre aux marques rattachées d'être vues. Ajoutez aux réseaux sociaux du dark pattern, c'est-à-dire du design d'application qui vous fera rester plus longtemps parce que vous serez comme coincé sur la plateforme. Exemple bien connu, le scroll infini qui a remplacé le bouton page suivante. Son inventeur, Hazar Askin, s'en veut terriblement d'avoir mis ce truc au point et cherche des parades à son invention. Je sais pas comment il a fait, mais il a calculé que le scroll infini ferait perdre à l'humanité l'équivalent de 200 000 vies par jour. Autre exemple de dark pattern, le swipe qui donne des microdoses de dopamine à chaque nouveau swipe. Et l'autoplay de vidéos qui piège dans une lecture non sollicitée. Et c'est comme ça que Chloé s'est retrouvée coincée à re-regarder l'intégrale de Superama. Waouh, c'est encore mieux à chaque nouvelle lecture. Abonnez-vous! Créer de la confusion sur la nature des contenus diffusés. Pour ça, mêlez dans un même feed les publications de vos amis, les publicités, l'avis de Dédé sur la politique, les publicités, les informations journalistiques, les publicités, les fausses informations des bots qui font de la déstabilisation politique et les publicités. Comme ça, vous savez plus trop ce que vous regardez ni d'où ça vient, mais bon, du moment que c'est divertissant, c'est le principal. Qui vérifie les sources en 2025 de toute façon. Ne pas trop vous divulguer d'infos sur les données que les plateformes vendent aux annonceurs. De toute façon, les réseaux sociaux sont devenus indispensables à vos vies, alors au fond, vous vous en fichez. Et comme ça, les plateformes peuvent faire toujours plus de publicité ciblée. Et pour finir notre liste non exhaustive, il y a ce que j'appellerais le foutage de gueule. Faire semblant de se soucier de votre santé mentale en affichant des messages du style « Attention, vous avez déjà passé 5 heures sur l'application aujourd'hui, êtes-vous sûr de vouloir continuer ?» Mais ne jamais remettre en question le business model basé sur l'économie de l'attention. Donc je le redis, ce n'est pas de votre faute, vous avez été piégé, comme les souris du professeur Burrhus Frédéric Skinner. Je vous explique. Des souris dans une cage, la Skinner Box, deviennent addictes à un bouton poussoir parce que ce bouton délivre de la nourriture aléatoirement. Comme la récompense est irrégulière, la souris n'adopte pas un comportement rationnel vis-à-vis de la machine. Elle spamme donc le bouton continuellement. En scrollant sur votre téléphone inlassablement, vous allez tomber de façon tout aussi aléatoire sur le contenu qui va vous divertir. Vous êtes comme les souris du professeur Skinner, à la recherche de nourriture. Tout ça, ça crée des effets pas incroyables sur votre santé mentale, sur votre quotidien et sur vos vies tout entières. Avec vos téléphones, vous avez banalisé le fait de faire plusieurs choses en même temps. S'occuper des enfants tout en scrollant, manger tout en regardant une vidéo, travailler tout en regardant un live Twitch, ou encore, et celle-là j'avoue que je m'y attendais pas, mais en 2023, 80% des Français utilisaient leur téléphone en conduisant. Vous vous retrouvez à faire plein de choses en même temps et donc à tout faire à moitié. Ça génère de l'agacement, de la fatigue, une impression de surmenage, de ne pas avoir le temps de terminer ce que vous avez commencé et ça détériore vos relations sociales. Dans son livre, Bruno Patino nous dit qu'en 2018, les 24 heures d'un citoyen américain duraient en réalité plus de 30 heures. Je m'explique. Le sommeil, c'est 7 heures. Ensuite, il y a les tâches de la vie courante, manger, faire du ménage, entretenir une vie sociale, s'occuper de la famille, ça représente 6h55, c'est très précis. Et enfin, il y a le travail, 5h13, c'est encore plus très précis. Le total de ces 3 grands piliers de la vie, ça représente quasiment les 24 heures de la journée. Mais à ça, il faut ajouter 12h04 par jour consacrées aux écrans, aux médias et au numérique. Ça représente la moitié d'une journée, la moitié d'une vie si on rapporte ça à une existence. Et cette moitié d'existence désormais disponible, c'est autant de temps de publicité disponible, de temps de cerveau disponible pour les annonceurs. Et c'est un combat acharné des réseaux sociaux pour arracher ce temps de cerveau. Il faut capter votre attention dès la première seconde pour que vous restiez sur l'application. Netflix est tellement fort pour capter votre temps de cerveau que désormais son plus grand concurrent, c'est le sommeil. Bah oui, mais quand vous passez vos journées sur Netflix, qu'est-ce qu'il leur reste comme temps à vous voler à part votre sommeil? Dans son bouquin, Bruno Patino cite Thomas Stearns Eliot, un poète, dramaturge et critique littéraire britannique. Et sa phrase est incroyable. Nous sommes une génération distraite de la distraction
distraction par la distraction. Et le plus incroyable, c'est que Thomas Stern Eliot, il est né en 1888 et il est mort en 1965. Ça veut dire qu'à l'époque, alors que les réseaux n'existaient même pas, il avait vu poindre le truc en observant le fonctionnement des journaux, de la radio et de la télé. Un visionnaire, le gars. Si les réseaux vous proposent du contenu toujours plus divertissant, alors vous ne vous ennuyez jamais. Vous n'avez plus le temps de faire monter le désir, l'attente d'un truc qui va vous divertir. Vous êtes shooté constamment par la dopamine que vous procurent les vidéos que vous scrollez. Et là, je suis obligé de citer Bruno. Nos propres données sont utilisées contre nous. Le désir n'a plus le temps de se construire. Et si, par hasard, il se précise et s'exprime, il arrive toujours trop tard. Des centaines de stimuli nous ont assaillis et ont exigé une réponse. Rassasiés avant d'avoir eu faim, nous le sommes par une nourriture que nous n'avons même pas eu le temps de humer et de goûter. Le temps qui nous a été volé est celui du manque et donc du désir. Celui de l'amour, de l'autre et de l'absolu. Avant de me jeter par la fenêtre, je me dois de vous partager un autre mal qui nous ronge à cause de l'économie de l'attention. Oui, je sais, cet épisode est déprimant, ça donne envie de se retrancher au fond d'une grotte sans réseau et sans écran. Mais rassurez-vous, Bruno Patino n'est pas défaitiste. Il est persuadé qu'on peut encore changer la donne. Parce que selon lui, l'économie de l'attention est vouée à s'auto-détruire. L'économie de l'attention a donné naissance à la course au buzz. Et pour gagner la course au buzz, on n'a pas encore trouvé mieux que de partager de fausses informations, toujours plus grosses les unes que les autres. Des infos tellement what the f*** qu'elles vont vous faire réagir et tant pis si elles sont un mensonge. De toute façon, qui vérifie les sources en 2025? Et pour ça, le maître en la matière est certainement Donald Trump, qui raconte par exemple que les immigrés de la ville de Springfield mangent des chiens et des chats et que certains États des États-Unis autorisent l'avortement des nouveau-nés. Inutile de préciser que cette phrase n'a aucun sens. À cause de l'économie de l'attention, les journalistes perdent peu à peu leur statut de chien de garde de la démocratie. De toute façon, ils se feraient bouffer à Springfield alors. Tout le monde peut partager de l'information sur les réseaux sociaux. Tout le monde, mais surtout n'importe qui. N'importe quel groupe aux objectifs obscurs. Les discours complotistes et fake news ont pris de plus en plus de place, créant de la défiance envers celles et ceux dont l'information est le métier. Tout le monde peut avoir la parole. Tout peut être partagé. Et surtout, les pires idées. Les gens ne font plus la différence entre les faits et l'opinion, entre la liberté d'expression et les délits. Ce déséquilibre favorise les contenus extrêmes et entraîne une polarisation des débats. Vous avez sans doute remarqué qu'il n'est plus possible de s'exprimer sur un réseau social sans se faire engueuler. Parfois à juste titre. À ça, il faut ajouter la notion de bulle d'information. On vous donne la sensation d'avoir accès au monde entier quand vous utilisez un réseau social, mais en réalité, vous avez accès à un monde que vous avez créé, qui vous ressemble et qui partage donc de manière disproportionnée des contenus ayant les mêmes valeurs que les vôtres. Vous êtes enfermé dans votre propre vision du monde et vous êtes endoctriné avec votre propre opinion. Votre rapport à la réalité est alors complètement biaisé. Ce que vous voyez dans votre bulle d'information devient la vérité. Pourtant, regardez le fil de vos voisins, vos parents, frères, sœurs, collègues, ils vivent dans un monde probablement bien différent du vôtre. Ajoutez à ça les millions de faux comptes et de faux utilisateurs présents sur les réseaux afin de générer du trafic et de l'engagement pour que les annonceurs croient que leurs publicités sont regardées. C'est ce qu'on appelle les fermes à clics. Tous ces faux comptes permettent aussi d'orienter certains débats pour faire de la déstabilisation politique ou à vous faire cliquer sur des culs. Et il y en aura probablement sous cette vidéo comme à chaque fois de toute façon. L'activité de vrais humains sur Internet ne représenterait que 60% de l'activité globale. Pour les 40% restants, ce sont des bots ou des gens dans des usines à clics qui gèrent plusieurs téléphones à la fois. Même l'entreprise Meta ne sait pas dire aujourd'hui combien de vrais utilisateurs sont sur ces plateformes. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, Bruno Patino est optimiste. Moi non, mais c'est dans ma nature et de toute façon, j'ai pas écrit de bouquin sur les réseaux sociaux. Bruno Patino pense que l'économie de l'attention va s'effondrer d'elle-même, que les États prendront des mesures pour interdire les dark patterns, qu'ils réglementeront l'utilisation des écrans chez les plus jeunes et qu'ils encadreront les réseaux sociaux, la gestion de données, etc. Bruno Patino pense que bientôt, le luxe, ce sera la déconnexion. Et il n'a sans doute pas tort, parce que figurez-vous que des séminaires de désintoxication numérique commencent à voir le jour. Des désintoxications à base de retraite spirituelle dans des monastères ou toute autre joyeuseté. Évidemment, ça coûte très cher et c'est plutôt une activité de bourgeois. À côté de ça, il y a des pays où les enfants qui sont trop accros aux écrans, aux jeux vidéo ou aux réseaux sociaux sont mis dans des espèces de camps qu'ils appellent des centres de rééducation. C'est le cas de la Chine, par exemple, qui considère l'addiction au web comme une maladie mentale. Avant 2017, là-bas, les enfants faisaient des pompes entre 2 séances de décharge électrique. Il y a même eu des morts. Du coup, ils ont interdit les pompes.
Du coup, ils ont interdit les décharges électriques. En attendant l'effondrement de l'économie de l'attention, vous pouvez toujours vous réserver des temps sans écran, ou vous inscrire dans une retraite spirituelle dans un monastère, ou vous foutre les doigts dans la prise tout en faisant des pompes, ou lire les bouquins de Bruno Patino et Yves Citon, ou même lire des études qui contredisent tout ce qu'on vient de raconter parce que certaines considèrent que l'attention n'a pas diminué par rapport à avant. Mais avant ça, pensez à vous abonner à Superama, à regarder d'autres vidéos sans passer les pubs et à commenter, parce que votre attention fait partie de notre économie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On aimerait profiter du sujet pour vous inviter sur Twitch. On va faire un stream et regarder nos consommations de smartphones un peu plus en détail. Et donc, si vous voulez participer, on est curieux de connaître votre consommation aussi. On espère que vous serez nombreux et ce sera marrant. Voilà. À la prochaine!